nous sommes en direct. Nous sommes en direct ce soir avec Jean Barret et Guillaume Chamanadian, qui ont écrit des livres qui s'appellent Le dernier fils des dieux et Heureux comme jamais. Le dernier fils des dieux, c'est chez Nemos. Heureux comme jamais, c'est aux éditions Les Forges de Vulcain. Et les deux livres, si on est là, c'est parce qu'ils parlent d'ultra riches. Donc la table ronde, on l'a appelée les ultra riches face à l'effondrement, même si, mais je voulais pas spoiler un des deux livres, donc je voulais pas préciser vraiment à quel moment on est de l'effondrement sur un des deux livres. Parce que voilà, ça dépend où on est dans la lecture. Voilà. Et donc deux livres qui parlent d'ultra riches, qui sortent à quelques semaines d'intervalle. Déjà, est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, dire 2-3 mots? On va éviter tous les spoils tout du long, surtout qu'il y en a un, personne vraiment ne l'a eu en main, sauf moi, évidemment. Parce qu'il ne sort que dans... Lui quand même. Oui. Et moi aussi je l'ai lu, j'avoue. J'ai été un peu un privilégié. Voilà, c'est mieux pour une table ronde en plus, c'est rigolo. Bah oui. Mais parce que il sort pas tout de suite. Pas tout de On suite. a une avant-première ici. Le 22 avril. Voilà. Donc, ça parle de quoi, vos livres? Plus d'ultra riches. Alors, ça parle de quoi le pitch sans spoiler? Oui. Je vais peut-être raconter juste le tout début qui finalement fait office de pitch en quelque sorte. C'est un jeune homme issu d'une famille très très fortunée, mais niveau Zuckerberg et consorts, les milliardaires, qui se réveille un beau jour dans une cave. Et il croit qu'il sort d'une soirée très arrosée où il y a eu beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue, et puis il se rend compte que non, en fait, il est bien dans une cave et il ne sait pas ce qui se passe. Voilà, ça démarre comme ça. Ça vient maintenant, il faut qu'on l'achète. Voilà, parce que voilà, si je vais plus loin, ça dévoile. Le but, c'était principalement de parler du pouvoir de l'argent, du symbolique, du corps, de comment est-ce que dans une société on peut agir sur divers leviers pour avoir un effet dans le réel. Et oui, bon, pour l'instant je vais dire que ça. Est-ce que ça, oui, comme ça au moins j'ai pas spoilé, voilà. Pas de spoil. Voilà le pitch entre guillemets. Heureux comme jamais, il faut imaginer un vaisseau spatial, un immense vaisseau spatial qui file vers une lune de Jupiter. À l'intérieur de ce vaisseau spatial, il y a 2000 résidents. Ces 2000 résidents, ce sont les 2000 milliardaires occidentaux qui ont fui la Terre quand on leur a demandé des comptes pour le réchauffement climatique. Et donc qui fuient pour aller terraformer une lune de Jupiter en se disant qu'ils vont créer leur petit Éden où ils seront heureux comme jamais, d'où le titre. Et on va suivre en fait les aventures de Noah, qui est en fait la seule ingénieure qui travaille sur ce vaisseau. C'est la seule personne qui s'occupe de la maintenance des robots, des ordinateurs, de l'intelligence artificielle qui gère tous les aspects du vaisseau. Et qui un jour se retrouve dans son premier jour de travail même, se retrouve dans une réunion où il y a toutes les têtes pensantes du vaisseau, donc tous les milliardaires avec un hubris surdéveloppé, un ego complètement destructeur, et qui sont tous réunis parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Il y a eu un message de la Terre. Et alors qu'on pensait que la Terre, depuis 11 ans qu'ils étaient partis, avait disparu. Et dans ce message de la Terre, il y a une personne qui dit en gros on a résolu le réchauffement climatique, on a résolu la crise énergétique, revenez si vous voulez, tout est pardonné. Et là, les milliardaires sont tous bluffés parce que c'est pas possible, est-ce que c'est un piège, est-ce que c'en est pas un, et petit à petit, tous ces égos surdimensionnés vont se monter les uns contre les autres pour savoir ce qu'il faut faire, faut-il rentrer ou faut-il continuer leur projet un peu fou. Voilà. Pas mal, hein, comme pitch. Merci. J'ai eu le temps de le travailler un peu plus que Jean. Je l'ai déjà sorti plusieurs fois. Alors, les ultra riches, on va aussi parler de UHNWI, qui sont les individus à haute valeur ajoutée. En général, on dit qu'ils ont un patrimoine qui dépasse 30 millions de dollars. Et ces dernières années, ça a beaucoup monté en plus. Déjà, ça allait, mais voilà. En gros, on dit c'est en fin juin 2025, on disait 510 810 ultra riches. Dans En tout cas, de ce niveau-là, dans le monde. Voilà, ça fait quand même un certain nombre de personnes, même si au final, c'est pas beaucoup, mais quand même. Et puis surtout, ils ont beaucoup d'argent par rapport à tout ça.
Donc, vous avez sorti ces livres à quelques semaines. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire sur cette thématique, là, maintenant, tout de suite? Alors moi c'est un peu particulier parce que je ne l'ai pas écrit maintenant là tout de suite. Oui. Je l'ai écrit il y a plus longtemps que ça. Et il sort maintenant là tout de suite, mais donc avec ce décalage. Qu'est-ce qui m'a motivé? Oui, le plaisir de me demander qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un qui a tout se retrouve à un moment donné privé de tout, mais pas simplement privé de tout, avec une porte de sortie que je ne veux pas révéler là, mais qui peut lui permettre de retrouver quelque chose. Et voilà, c'était avant tout cette réflexion moi, qui m'animait, avec un petit plus, oui, enfin, on ne peut pas vraiment le savoir parce qu'on n'a pas cette puissance financière-là, donc j'imagine que c'est quand même différent de le vivre que de le simplement se représenter, qu'est-ce que c'est que d'être vraiment ultra riche. Mais quand vous avez 30 millions ou 300 millions, non mais en vrai honnêtement c'est rien du tout, en fait, par rapport à certaines fortunes c'est rien. 30 millions, ça paraît énorme comme ça, mais vous ne bousculez pas un pays avec 30 millions d'euros ou de dollars. Vous voyez que vous avez un super yacht et tout ça, et encore, je suis même pas sûr. C'est plutôt les 300 millions qui peuvent taper les super yachts, et on ne bouscule pas trop un pays avec ça. Par contre, 30 milliards, ah oui, là on commence à avoir des levées d'actions dans le réel qui sont beaucoup plus forts. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Une fois que vous avez tout et plus que tout, sûrement vous commencez à vous ennuyer un peu, puis à un moment donné vous voulez faire autre chose que vous ennuyez, et qu'est-ce que vous faites? Donc il y avait aussi cette réflexion-là. Après, ça vient simplement aussi de ce que l'actualité est faite de ces quelques figures de GAFAM milliardaires individualisées sur lesquelles on a vraiment un visage. On a quelques ultra-milliardaires qui sont vraiment identifiés. Ma génération, c'est peut-être plus Bill Gates et Steve Jobs que celle d'aujourd'hui, mais enfin, à partir de Bill Gates et Steve Jobs, voilà, on a vraiment des figures, des visages, et c'est devenu de plus en plus prégnant. Il y a de la technologie au milieu, il n'y a pas que du pouvoir financier, c'est du pouvoir financier assis sur du pouvoir technologique. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et aussi, donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on a tout perdu, mais avec une porte de sortie qui n'est pas l'argent? Parce que l'argent, c'est du symbolique, entre autres, mais c'est surtout du symbolique, donc c'est-à-dire que vous avez un pouvoir d'action symbolique, mais face à quelqu'un qui vous met, disons, prosaïquement un couteau sous la gorge, bon, vous avez des milliards, c'est bien, mais alors je sais même que Zuckerberg avait fait à un moment donné une année du karaté, ou je sais pas quoi, du MMA, tu sais, en même temps, il se pique de pouvoir faire des trucs. Oui, parce qu'il voulait faire un combat avec. Il voulait faire un combat avec Musk, je crois. C'est pas Musk, c'est Jeff Bezos, je crois que c'est Musk. Hein, voilà, Musk, ouais, c'était Musk. Bon, on peut toujours s'imaginer en super l'énergie masculine. Voilà, peut-être que pourquoi pas, mais. Et puis surtout inspiré complètement d'un épisode ou même de plusieurs de Friends, où à un moment donné, Monica avait un copain très très riche qui s'est dit qu'il allait se lancer là-dedans. C'est absolument pas original. C'est en plus absolument pas original. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites quand il y a une certaine réalité qui vous rattrape? Parce que même tout milliardaire que vous êtes, bon bah. L'argent ne transforme pas complètement que le réel, il transforme le réel symbolique. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous avez perdu ça et qu'on vous offre autre chose? Mais pas un événement d'actualité en particulier en ce qui me concerne, c'était plus une ambiance de société. Voilà. Ah, la question c'était les origines. Oui, un peu. Ouais, ok, pardon, qu'est-ce qui a inspiré la... En fait, il y en a plusieurs des origines, je pense. Je fonctionne un peu par association d'idées. Alors, une des origines, c'était une table ronde que j'avais faite aux Intergalactiques l'an dernier, où effectivement on discutait science-fiction et justement le pouvoir de ces milliardaires sur le réel. Et c'était Patrick Doudnay qui, pendant la table ronde, avait recité cette citation de Warren Buffett que j'ai mise en exergue du livre d'ailleurs, qui est effectivement, il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de gagner. Et effectivement, c'est un peu parti de là où je me suis dit, bah oui, mais quand même, enfin, on est écrivain de science-fiction, gagner une guerre, ça prend du temps, entre guillemets, et puis une fois qu'on l'a gagné, so what, enfin, le peuple, les 99,99% de gens qui sont pas les ultra riches, ils sont toujours là, en fait. Donc au bout d'un moment, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur? Un futur où ces ultra riches, bon bah ils auront gagné la guerre pendant un certain temps, mais au bout d'un moment ils vont la perdre. Et ça j'en suis assez intimement persuadé.
Et ça s'est mêlé avec encore autre chose sur le côté absurde, c'est qu'il y a à peu près à la même période, il y a une ancienne membre du Congrès américain qui a dévoilé, alors ça fait un peu du bruit aux États-Unis, mais pas beaucoup en Europe, mais qui dévoilait qu'il y avait eu un projet de l'État fédéral américain pour construire une ville souterraine en fait, pour qu'en cas de risque d'extinction de l'humanité, eh ben, on puisse sauver les milliardaires. Donc ça a été payé avec le contribuable, des centaines et des centaines de milliards de dollars pour faire cette ville souterraine qui est quelque part probablement dans un état de la Rust Belt. Hein. Et moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est mais pourquoi les ultra riches? Enfin, je veux dire, s'il y a des prix Nobel aux États-Unis, il y a des artistes extraordinaires, il y a des gens absolument extraordinaires, même si on les voit pas trop en ce moment, mais il y en a. Et en fait, pourquoi les ultra riches? C'est complètement con. Déjà une fois qu'ils seront sous terre, bah, ils seront plus ultra riches parce que la richesse, c'est des actions, c'est un appareil productif. S'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'appareil productif, donc il n'y a plus de richesse. Donc ils seront plus riches. Et puis en plus, enfin, s'il n'y a personne pour changer les ampoules, enfin, bêtement, ils vont se casser la figure dans les escaliers. Enfin, on va tous les retrouver morts en bas des escaliers. C'est l'extinction de l'humanité la plus stupide qui puisse exister. Hein. Et c'est vraiment en tirant le fil comme ça que je me suis dit, il y a un truc avec la SF, pour moi, c'est celle qui parle du temps. La SF que j'aime, c'est celle qui parle vraiment du temps présent entre guillemets, qui tire le fil jusqu'à dérouler, jusqu'à tisser un peu quelque chose. Et je me suis dit, tissons une fable absurde alors. Et allons jusqu'au bout, et c'est un peu comme ça qu'est né Heureux comme jamais. Ouais, ça donne envie. Voilà, c'est le but. Et donc justement, du temps, les livres ne sont pas situés dans le temps. Il y a une raison à ça? Ou c'est juste parce que c'est en train de se produire et qu'on ne s'en rend pas compte? Oui, il faut pas. Je pense que dans ce genre de roman, dater, donner une référence vraiment, c'est pas très opportun sans doute. C'est comme je disais tout à l'heure, un air du temps. C'est quelque chose qui flotte dans notre société. Il faut que ce soit. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être il y a 20 ans. On est dans une problématique à peu près identique, sauf que ça s'accélère et que voilà, il y a une concentration des moyens techno et financiers importante, mais oui, je veux pas forcément dater. C'est pas pile poil une radiographie d'aujourd'hui. Ouais, une radiographie plus large. Puis là, j'ai envie de dire, sans vouloir spoiler, mais il faut pas justement. Il faut surtout pas. Voilà. Non, dans le roman, il faut pas donner de temps. Faut pas donner, voilà. Ça a plus de sens si on en donne pas. Voilà, si on en donne pas, voilà. Exactement. Donc oui, c'est volontaire. Et dans Heureux comme jamais, on ne sait pas spécialement non plus quand est-ce que... Oh si, c'est daté vraiment assez précisément. C'est pas dit au début, mais effectivement, on peut le déduire. Ça se passe en 2063, très exactement. Okay. C'est pour ça aussi, c'est un futur pas très éloigné. Non, c'est pas loin. Où, d'un point de vue technologique, c'est pas beaucoup plus avancé que ça ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vraiment fait attention à ce que le vaisseau mette le même temps pour aller sur Callisto qu'une sonde qui y est allée il y a quelques années, histoire de dire, on n'a pas fait des avancées technologiques supérieures, on n'est pas passé dans l'univers de Star Trek entre-temps pour passer en impulsion 8 et être sur Callisto en quelques minutes. Donc effectivement, non, je voulais vraiment que la technologie soit quasi la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire les trois technologies qui sont mises dans le vaisseau, c'est effectivement la poussée du vaisseau, enfin d'une manière générale les réacteurs, la robotique, qui est puis aujourd'hui, je pense que des boîtes chinoises font à peu près aussi bien que ce qu'on peut voir dans le roman, pardon. Et l'intelligence artificielle. Où là c'est encore un autre délire, l'intelligence artificielle. Je voulais qu'elle soit moins évoluée que celle qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout simplement, alors moi il y a toujours dans cet univers d'absurde, il y a un chercheur américain qui s'appelle Jatan Sadowski, je crois, qui a théorisé en fait le problème des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, pour l'entraîner, il faut la nourrir avec des données.
Et aujourd'hui, on arrive au stade où à peu près la moitié des données qui sont générées sur les réseaux sociaux sont des données générées par l'intelligence artificielle. Donc elles finissent par se nourrir de leurs propres données, qui sont, il suffit qu'il y ait des petites erreurs pour qu'elles se nourrissent des erreurs et qu'elles les reproduisent en mettant d'autres erreurs. Et ce chercheur, donc Sadowski, a nommé ça le Habsburg AI. Pourquoi Habsburg? Déjà, parce qu'en fait, effectivement, il y a ces tableaux des Habsburg au XVIIe, XVIIIe siècle, qui, à force de ne pas renouveler, on va dire, pudiquement le sang et le patrimoine génétique, étaient un petit peu déformés. Donc effectivement, en me disant, bah voilà, une intelligence artificielle qui est dans un vaisseau, elle ne peut pas se nourrir de nouveaux contenus parce qu'il n'y a pas de nouveau contenu qui est généré quand il n'y a que 2000 personnes. Et donc elle se nourrit d'elle-même et elle devient bête en fait. Elle devient stupide. Alors, il y a un autre point commun en plus des ultra riches dans vos livres, c'est la musique. Vous avez même mis une playlist à la fin. Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de musique? Est-ce que c'était... C'est quand même un peu... Alors, oui, on ne s'est pas concerté. Alors que pourtant, il y a même un morceau en commun dans la playlist, hein. Ce qui est quand même un truc de fou. Oui, ce qui est pas banal. J'ai souvent fait ça. Moi, j'aime bien mettre des morceaux de musique dans mes romans, parce que, en tout cas, les paroles des chansons, d'abord parce que ce sont des morceaux a priori très connus, donc ils vont évoquer tout de suite quelque chose au lecteur, et la musique a un set de tout un tas d'émotions qui est rattaché à un morceau. Et a priori, on ressent à peu près les mêmes émotions pour les mêmes morceaux. Plus ou moins, on peut avoir plein de variantes, mais quand même, voilà, on va pas trop pleurer sur la danse des canards. Oui, si je mets la danse des canards, je sais qu'est-ce que ça va générer comme sentiment chez le lecteur. Il n'y a pas la danse des canards dans le bouquin, par ailleurs. Je tiens à le dire. C'est un seul spoil que je ferai sur le bouquin, il n'y a pas la danse des canards. Mais c'est un bon exemple. Et donc, voilà, donc je mets volontiers ça pour donner et à la fois l'ambiance et le moral ou l'univers mental du personnage. Et ça permet, je pense, de faire un lien avec le lecteur qui va mieux comprendre son état mental en fonction de la chanson en question. Et puis je trouve, je sais pas, il y a beaucoup de paroles de chansons qui sont très, très intéressantes, très à détourner aussi. Voilà. Et j'aime bien des fois détourner les paroles. Enfin, sont exactement les mêmes paroles, mais dans un autre contexte, elles prennent un autre sens. Et j'aime bien ça aussi. Voilà, moi, en fait, j'écris toujours en musique. C'est-à-dire que dans certaines scènes de La Tour de Garde ou encore plus pour Une valse pour les grotesques, j'ai ce côté où certaines scènes pour moi sont associées à une musique et je les ai écrites comme ça. En me disant vraiment, pour la musique qu'il faut pour cette scène-là, c'est ça. Alors après, c'est vraiment un truc d'auteur, entre guillemets, il n'y a que moi qui le sais, et je pense même qu'il y a des associations qui pourraient paraître un peu folles quand on y réfléchit, qui ne parleraient à personne d'autre qu'à moi. Mais en tout cas, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, en me disant une musique associée à une scène. Et en fait, ça s'y prêtait pas pour la fantaisie, parce que la fantaisie, on peut pas mettre des groupes du XXe siècle ou du XXIe siècle dans une playlist, hein. Ça aurait pas de sens, ça casserait un petit peu l'ambiance. Mais là, vu qu'on était sur un roman de science-fiction, je me suis dit, allez, là, on peut y aller, on peut vraiment parler des musiques et quelque part raconter une histoire juste avec la playlist. En mettant des musiques un peu innocentes au début ou vraiment d'ambiance, hein, et petit à petit intégrer des musiques qui ont vraiment du sens par rapport au cheminement du personnage. Et aller jusque-là, jusqu'à très très loin dans le rapport entre la musique et les scènes qui y sont associées. Donc c'était un jeu comme ça, et puis en plus j'avais la possibilité du coup, qu'on est dans un univers où beaucoup de musiques sont générées par intelligence artificielle, de me dire, bon bah nous, le roman se passe en 2063, nous on est en 2025 au moment où je l'ai écrit. Je peux mettre les musiques qui sont jusqu'en 2025, mais je peux pas ne pas mettre de musique. Enfin, l'art musical ne s'est pas arrêté entre 2025 et 2063. Donc j'ai mis des musiques qui n'existaient pas, ou peut-être pas encore, avec des paroles que j'ai inventées, notamment des paroles des Beatles générées par intelligence artificielle, au milieu du roman, en disant bah de toute façon c'est des ultra riches, ils s'en foutent du droit moral, donc ils peuvent y aller à fond et créer des nouvelles musiques des Beatles grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui me permettait en plus d'ajouter au côté symphonie loi de ces personnages égoïstes. Voilà. Il y a quelque chose d'amusant dans la musique aussi dans un livre, c'est comme tu disais,
fait, dans un film, c'est arrivé souvent qu'il y ait des musiques décalées, d'une très rock dans un univers de fantasy. On peut le faire parce qu'elle n'est pas diégétique, la musique. C'est la musique qui accompagne un événement. Et oui, pourquoi pas mettre du rock sur une scène qui se passe au Moyen-Âge. Alors, dans un livre, on ne peut pas. Il faut que ce soit forcément diégétique. Il faut que ce soit en lien avec ce que fait le personnage. Parce qu'on ne peut pas écrire des paroles de musique qui sont censées accompagner une scène. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est pas Donc, juste du de coup, l'accompagnement. c'est pas de l'accompagnement, il il faut que ce soit dans l'histoire. Et comme ça va être dans l'histoire, c'est là où ça redevient intéressant de l'intégrer, de réfléchir pourquoi cette musique, pourquoi précisément ça, qu'est-ce que le personnage a en tête, pourquoi ce personnage-là aime cette musique-là, qu'est-ce que ça lui apporte. On revient sur la question du climat mental et en général du mood du personnage. Mais voilà, on est obligé de l'ancrer dans l'histoire. Alors qu'une musique, par un film, on a l'habitude qu'elle ne soit, ou rarement, elle n'est pas dans l'histoire. Donc ça qui est intéressant à jouer dans un livre, je trouve aussi. Voilà. Donc on parlait juste. Il y en a il y a des livres qui viennent avec un disque. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Oui, après on pourrait imaginer aussi une ambiance musicale qui accompagne un livre, mais c'est autre chose. Mais c'est pas écrit dans le livre. Alors on parlait justement de ces êtres exécrables qui sont les héros de vos bouquins. On pourrait penser que les ultra riches, non pas les héros, mais les personnages les plus nombreux. Exactement. Dans un cas. Le mien est charmant, non? Oui, charmant. Bon. Absolument. On pourrait penser que les ultra riches s'apprécieraient un minimum entre eux parce que ils sont pareils, quoi. Mais clairement, on se rend compte que c'est pas le cas. Ils aiment pas le reste de la population, ils sont pas faits pour vivre avec le reste de la population. Mais entre eux, ils s'aiment pas non plus. Ils sont même assez monstrueux parce que on voit bien que notre héros dans sa cave, il pense vraiment que son meilleur ami, quand on voit ce qu'il a pu lui faire, on ne peut pas considérer que ce soit son meilleur ami. Et les autres, dès qu'ils peuvent se faire du mal, ils le font aussi. Ils s'aiment pas, ils sont juste méchants ces gens-là. Non, alors oui, pour moi, c'est pas de la méchanceté au sens classique du terme. C'est pas de l'égoïsme, c'est beaucoup plus que ça, ou en tout cas l'égoïsme peut être très répandu, il n'y a pas besoin d'être ultra riche du tout pour être égoïste, loin de là. Je pense que c'est quelque chose de plus qui est l'hubris, qui a dit le mot tout à l'heure. Il y a l'hubris, c'est la recherche du maximum, la joie de pouvoir faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Et ça, c'est pas que de l'égoïsme. Le nouveau égoïsme, c'est pour représenter plein de choses, et puis plein de gens sont égoïstes. Là, il y a une possibilité de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Dans la vraie vie, au-delà de nos romans, on a plein d'exemples de gens qui font des choses, peut-être pas spécialement parce que ça leur plaît, en fait, au sens où ils en auraient besoin, ou ils en auraient super envie. Sinon, s'ils ont envie, c'est de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Et de s'en tirer. Donc, en général, des choses, du coup, pas bien, peut-être illégales, peut-être même très, très, très illégales et très dangereuses, mais parce que ça leur donne ce plaisir, cette supériorité de se dire je peux faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Ce qui fait que c'est pas de la méchanceté, je dis pas ça pour pardonner les actions que font mon personnage, mais je veux dire, pour moi, c'est pas juste un méchant comme serait un méchant de film. Non, mais il n'y a pas d'amis. Il n'est pas méchant. Oui, mais c'est bien sûr, c'est pas un ami au sens où on l'entend nous, mais c'est un rapport humain qui peut être spécial, je pense, et qui ne peut être compris que par ces gens-là. Mais c'est un rapport humain. C'est pas forcément. Alors c'est pas de l'amitié au sens où on l'entend, mais c'est pas non plus juste de la vilainie ou de la méchanceté ou du sadisme. C'est plus que ça. Mais on le voit beaucoup dans les événements d'actualité de ces, je sais pas, 10 ou 15 dernières années, mais en fait ça remonte à l'Antiquité, ça remonte à l'Empire romain, ça remonte à quand vous voulez. C'est pas récent comme phénomène, mais là, ces dernières années, c'est ressorti un peu plus virulemment par certains scandales. On voit que ce sont des gens qui aiment ne pas subir les mêmes règles que les autres. Et ça, c'est une des caractéristiques, je pense, d'une forte richesse. Ça vous permet non pas de vous payer ce que les autres ne peuvent pas vous payer, ça vous permet de penser que vous pouvez faire même des choses que les autres ne peuvent pas faire au-delà de l'argent. Voilà. Au-dessus des lois. Au-dessus des lois, au-dessus de la morale, au-dessus de la religion, au-dessus de tout. Et le plaisir un peu presque, on pourrait dire enfantin, enfin comme le petit enfant qui cherche ses limites, le plaisir de ne pas les trouver, que personne ne puisse
un jour venir dire non mais stop là, il faut arrêter, monsieur, ça suffit. Non, parce que pour diverses raisons, on ne les arrêtera pas. Alors si de temps en temps on voit dans la revue, de temps en temps ça tombe, il y a quand même 2-3 personnes qui sont enquiquinées. Mais sans plus aussi, enfin enquiquinés, mais des fois ils s'en tirent bien quand même, quoi. Bon voilà, et du coup ils sont ravis. Voilà. Après, est-ce que ce sont des amis? Non, on n'a pas envie d'être amis avec ces gens-là. Mais son meilleur ami, celui auquel il pense beaucoup quand il est dans la cave, c'est le même personnage en fait. C'est pas, il y en a, des fois il gagne, des fois il perd, mais c'est un lien du coup de. Mais au-delà de la compétition même, c'est pas juste qui est le meilleur, c'est celui qui ira le plus loin. C'est pas pareil. Alors c'est marrant ta question parce qu'effectivement on pourrait penser que, et notamment quand on voit la citation de Warren Buffett, que c'est une caste soumise, enfin soudée les ultra riches. Et d'ailleurs c'était, alors dans les années 90, il y a un grand historien américain, Christopher Lasch, son dernier texte qu'il a écrit, historien et sociologue également, le dernier texte qu'il a écrit, qui a été publié juste après sa mort, parlait justement de la sécession des élites. Donc déjà on était dans les années 90, et ce que disait Christopher Lasch, c'était qu'il y avait effectivement une sécession des ultra-riches déjà aux États-Unis et dans tout l'Occident dès le milieu des années 90, que ces ultra-riches faisaient une espèce de corps, entre guillemets, qui était complètement coupé du reste de la population. Et c'est plus ce côté-là, coupé du reste de la population, que je trouve assez intéressant. Et que quelque part, les ultra riches, ces gens à New York, ces traders à New York, riches à milliards, se sentaient plus proches de gens qui étaient à l'autre bout du monde, à Singapour ou à Hong Kong, que des gens qui étaient de l'autre côté de leur rue en fait, hein, qui vivaient, enfin qui tenaient le commerce en bas de leur rue. Et que c'était un peu la différence entre guillemets avec l'ancien régime, parce que dans l'ancien régime, un noble entre guillemets était riche, mais il était attaché à sa terre, à ses gens, il savait que sa richesse elle venait de là. Alors que là, on avait déjà des ultra riches dans les années 90 qui étaient coupés complètement du reste du monde. Et bon, entre les années 90 et l'année 2026, il s'est passé quand même 30 ans. Aujourd'hui, cette coupure elle est encore plus nette qu'elle ne l'était il y a 30 ans. La richesse est encore plus ultra qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Je crois que il y a 20 ans, entre guillemets, les 50 plus grandes familles, les 50 plus grandes fortunes de France possédaient 6% du PIB. Aujourd'hui, elles en sont à 42%. C'est énorme. Énorme. Et le phénomène est le même un peu partout dans le monde, en fait. Ça s'est concentré de manière énorme. Et on a des gens qui sont effectivement complètement coupés de la réalité. Et comme tu le disais, c'est hyper intéressant, jusqu'à être complètement coupé des lois, jusqu'à être complètement coupé de la morale, et quelque part, le scandale Epstein, c'est ça. Enfin, c'est des gens qui se croient absolument tout permis parce qu'ils font partie d'un club. Alors après, ils font partie d'un club, mais moi je pense quand même qu'il y a une compétition au milieu de tout ça, au sein de ce club, une compétition extrêmement malsaine sur qui est déjà le plus riche, parce que enfin, Elon Musk, ça a même plus de sens, sa richesse. Enfin, ça n'a plus de sens. Donc déjà sur qui est le plus riche, et sur qui va aller le plus loin, qui va faire les trucs les plus fous, qui va... voilà. Et je pense qu'on atteint un peu ce point de non-retour, quelque part, où cette caste est devenue tellement absurde que ça ne peut que casser entre eux et avec le reste de la population. Après, on va voir effectivement dans le monde réel quelle forme prendra cet effondrement. Mais effondrement, il y aura enfin de ce système-là. Moi, j'en suis vraiment persuadé. Et pour répondre à ta question, non, je pense qu'à un moment, ils n'ont plus d'amis, parce qu'ils ont autour d'eux que des gens qui les jalousent ou qui s'envient et qui sont dans cette compétition. Et puis les gens normaux, entre guillemets, ils ne peuvent pas être amis avec un Elon Musk, c'est pas possible, ce type est trop fou, enfin... Je me suis livré à un petit calcul pour montrer un peu l'absurdité de la chose. Imaginons un truc de fou, mais c'est pour avoir un chiffre rond à gagner 100 000 euros par an. 100 000 euros par an, avec 100 000 euros par an en salaire, entre guillemets, en revenu, on fait déjà partie des 2 ou 3 personnes les plus riches de France, en fait. Enfin, qui ont les meilleurs revenus de France. Donc c'est quand même énorme. Combien de temps est-ce qu'il faudrait pour atteindre la fortune d'Elon Musk aujourd'hui, sans rien dépenser?
Pas mal de temps. C'est Un certain temps. ouais, c'est 8 millions d'années, c'est-à-dire qu'il faudrait commencer avant l'arrivée de l'Australopithèque sur Terre. C'est absurde. Et avoir ce salaire de fou pendant 8 millions d'années. Oui, mais on n'est plus dans les salaires. On n'est plus dans les salaires, ouais. Mais... Brut ou bien En taxe ou TTC. Et puis, j'ai pas compté l'inflation non plus. Mais oui, au pire, on sera 6 millions de 8. Bon, de toute façon, ils payent pas d'impôts, donc c'est pas très grave. Hein. À une époque, alors c'était pas Elon Musk, mais c'était Jeff Bezos, il optimisait tellement bien ses revenus qu'à la fin, il avait touché des aides de l'État pour les plus pauvres. Ouais. Non, mais quand on dit qu'il n'y a plus de morale... On va parler paranoïa. Parce que... C'est pour moi que vous dites ça. Alors en fait, dans les deux, il y a quand même la question de la paranoïa, parce qu'on voit qu'il y a quand même une forte tendance chez ces ultra-riches à la paranoïa. Je dis pas qu'ils ont tort, hein, mais on pourrait penser déjà qu'avec tout cet argent, ils pourraient se payer un psy ou qu'ils en aient en speed dial, quoi, et qu'ils se posent des questions sur... Mais voilà, c'est ça. Il faudrait des psys pour les psys. Pourquoi ce niveau de paranoïa absolu? Déjà, je pense que quand même, à mon avis, réellement, vous avez très peur du kidnapping, vous avez très peur des attaques du couteau dans le dos de leurs proches. Ensuite, là, c'est bon pour vos enfants, pour vous, pour nous. Bon, déjà, il y a ça. Ensuite, oui, effectivement, il y a tout l'environnement qui veut un peu destituer, si possible, et prendre la place de celui qui a le maximum de pouvoir. Donc oui, il y a deux coins. Hein. C'est pas de la paranoïa, c'est qu'ils ont raison d'avoir d'être quand même stressés de ce que voilà. Après, il y a la peur aussi de perdre sans doute. Leur situation, leur positionnement, leur argent, parce qu'il peut y avoir des lois, il peut y avoir des contextes géopolitiques qui sont embêtants, donc ça doit quand même travailler. Je pense que oui, la plupart de ces gens-là ne rentrent pas chez eux, regarder Netflix le soir tranquillement. Peut-être qu'ils devraient, mais ils peuvent plus trop, je pense. Puis c'est pas ce qui leur plaît non plus, ils ont envie de ces villages. Je dis pas que voilà, mais oui, à mon avis, c'est pas tant de la paranoïa que une réelle. Et puis imaginons quand même, voilà, ne serait-ce que je sais pas, un ancien, on disait là, Bill Gates. Au temps de Microsoft, de sa splendeur de Microsoft, tous les États qui ont le logiciel, il brasse des milliards. Potentiellement, on peut lui demander d'espionner. Il peut avoir le gouvernement américain, il y a été question de ça à une époque, il y avait des logiciels espions, mais pourquoi pas, après tout, en effet, et encore certainement maintenant. Donc il y a des tas de considérations qui ne sont pas juste de vendre le produit. Alors Jeff Bezos, j'en sais rien, peut-être qu'il se contente juste de vendre et d'optimiser ses process de distribution de produits, ça oui, je sais pas. Mais après il y a le cloud, alors les clouds c'est pareil, il y a le cloud, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Il y a des enjeux de pouvoir. Il y a des enjeux forts, et puis donc quand même ça doit être des pressions, du stress, de comment je vais gérer les gouvernements qui me demandent ci, qui me demandent c'est pas juste vendre des produits, c'est pas juste distribuer un produit, quoi, c'est ça que je veux dire. Et Musk, n'en parlons pas, parce que lui encore il a des projets en plus autres ou affichés qui ne sont pas simplement gagner de l'argent. Mais même ceux qui ont que comme projet de gagner de l'argent, à ce niveau-là, ça ne s'arrête pas là. Donc oui, il y a de quoi, je pense, stresser. Ouais. J'imagine pas serein. Et même dans un vaisseau... Oui, alors en plus, dans le vaisseau, encore une fois, c'est le côté fable. Alors moi, ce que je voulais aussi, c'était jouer un peu sur le côté huis clos. Il y a 2000 passagers dans le vaisseau, mais il y a en réalité que 10 personnages dans le roman. Et je voulais le faire un peu façon à la fois Dix petits nègres de l'Agatha Christie. C'était 10 maintenant, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça le nouveau titre. Et un peu Alien, en fait, le côté le 8e passager, sachant qu'on ne sait pas qui est le prédateur au milieu de tout ça. Et que le roman est là pour donner un peu la réponse. Et effectivement, du coup, il y a cette ambiance de suspicion tout le temps que l'héroïne Noah ne comprend pas, parce qu'elle n'est pas vraiment du tout de cet univers-là. Elle ne comprend pas ces gens, elle ne réagit pas comme eux, alors qu'elle est au quotidien avec eux. Parce que en fait, il y a un jeu de pouvoir au sein du vaisseau qui consiste à prendre le pouvoir au sein du vaisseau et quitte à assassiner celui du dessus pour y arriver.
Donc oui, paranoïa complètement. Et puis je rejoins Jean sur le côté, ces gens-là, enfin moi je pense qu'ils sont pas heureux, ils regardent derrière eux tout le temps pour être sûr qu'il y ait personne qui soit là pour leur planter un couteau dans le dos. J'avoue que je ne comprends pas en fait cette manière de penser. Oui, voire de vivre. Voire de vivre, ouais. Oui, c'est une excitation, c'est un plaisir, on disait tout à l'heure, de pouvoir d'avoir des possibilités que les autres n'ont pas, c'est l'ego de se dire qu'on est numéro 1, numéro 2, numéro 3, même numéro 10 dans le monde, bon c'est quand même bon, bien. Et là maintenant avec en plus ce côté, il faut, alors pour les Américains entre guillemets, pour ceux qui sont aux États-Unis, il faut en plus plaire au pouvoir en place. Donc comme tu disais effectivement, Elon Musk qui veut vraiment pousser un agenda idéologique. Jeff Bezos, je pense pas qu'il ait une idéologie particulière à pousser, mais effectivement il a du pouvoir, il faut quand même plaire à Trump. Et puis moi j'ai un peu du mal à croire, enfin aujourd'hui il y a quand même tout un phénomène, même sur Amazon pur et dur, c'est des algorithmes qui poussent des ouvrages qui sont... Et aujourd'hui, enfin il faut quand même se rendre compte, il y a 19 000 romans qui sont interdits dans les bibliothèques américaines, qui sont vraiment rayés d'un trait par l'administration américaine parce qu'ils sont séditieux, parmi lesquels beaucoup de romans de science-fiction, notamment 1984 de George Orwell. Enfin, non, mais il y a même du Jules Verne, enfin, c'est dire, enfin, c'est pas séditieux, Jules Verne, hein. C'est pas, enfin, je veux bien le croire un petit peu, mais je crois que c'est 20 000 lieues sous les mers, probablement parce que Nemo est indien, mais effectivement, à partant de là, je n'aurais aucune peine à croire qu'il y ait un petit bout de l'algorithme d'Amazon qui fasse en sorte que tous ces romans-là, en fait, ne remontent pas dans les recommandations qui sont faites sur Amazon. Or, Amazon, aujourd'hui, c'est presque 50% du marché du livre aux États-Unis. C'est colossal. Ah ouais, c'est colossal. Et ne parlons même pas de Meta, avec tous les algorithmes qui sont censés remonter, trier, influencer. Donc oui, il y a des agendas, il y a une logique, mais je pense que ça leur plaît beaucoup. Enfin, c'est pas une manière de dire qu'ils ont du pouvoir, en fait. Oui, c'est pas être heureux au sens où nous on l'entend, mais je pense qu'ils ne changeraient pas leur place pour autant, même si c'est une vie qui doit être, pas simple. Puis moi je pense en plus que c'est vraiment une manière pour eux, plaire au pouvoir, ça veut dire garder leur argent pour pouvoir ensuite financer le président suivant, pour pouvoir continuer à alimenter le sujet. Puis même en réalité, enfin Elon Musk, on dit qu'il il est un peu fou, donc je n'en dirai pas, voilà, mais je suis même pas certain qu'il y ait une idéologie vraiment fasciste derrière pour certains d'entre eux. C'est juste qu'ils poussent effectivement les gens qui ont cette idéologie fasciste parce que c'est la continuité. Voilà. Et moi aujourd'hui, je suis même pas persuadé que Bolloré soit un raciste. Enfin, alors que pourtant c'est lui qui finance CNews. Je n'en suis même pas persuadé. Je pense qu'il est surtout en train de se dire que c'est une manière il voit venir effectivement ce côté, on a tiré sur l'élastique les ultra riches sont devenus de plus en plus riches ces 20 dernières années. On est au moment où l'élastique est sur le point de péter. Toute la question, c'est de se dire, tiens, si on canalisait plutôt la colère de la population vers la population immigrée, plutôt que vers ceux qui, à mon sens, sont les véritables responsables de l'appauvrissement de la France et de l'Occident d'une manière générale. Bon, alors ça n'a pas l'air comme ça, mais les livres sont, je trouve, assez drôles. C'est la seule façon de traiter un sujet pareil, l'humour et le cynisme. Toujours. Oui, mais alors oui, effectivement. Moi toujours, moi c'est mon fer de lance, oui. Je pense qu'il faut, si on traite ça de façon trop grave, d'abord c'est plombant, c'est saoulant, je sais pas si tout le monde a forcément envie de revoir un procès-verbal du malheur du monde en plus en le lisant. Donc bon, non, on a la télé et les infos pour ça, donc autant que ce soit mis sous un autre angle, et puis peut-être donner, avec l'humour, on fait passer un peu plus de choses, et puis aussi donner... il y a de quoi rire aussi. Non, mais il y a des situations où... Non, mais il y a des situations où il y a de quoi rire. En fait, oui, on ne peut pas rire d'une bonne franche rigolade sympathique, mais il faut... je pense quand même rajouter ce recul que donne un peu l'humour, ou les tentatives d'humour en tout cas. Encore que l'humour marche, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est même une tentative, même si ça ne peut pas forcément rire, ça permet d'avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de dire, et les horaires passent un peu mieux. Et petite parenthèse sur Musk, c'est vrai que parmi les ultra riches, moi c'est celui qui
a le plus ma sympathie, parce qu'il est, oui, peut-être, je sais pas, il est peut-être fou, je sais pas, j'en sais, je le connais pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il a un projet pour les amateurs de SF. C'est le seul à avoir un projet SF qui peut-être vaut ce qu'il vaut, qui est peut-être complètement foutraque, irréalisable, j'en sais rien, peut-être qu'il fait de la manipulation de marché en disant qu'il va faire ci et du coup ça fait monter les actions, j'en sais rien. Mais il pousse des trucs, il a l'air de vouloir utiliser son argent pour autre chose que de refaire de l'argent derrière, même si, c'est sûr, il veut beaucoup d'argent, j'ai pas de doute là-dessus. Et si je vois un Bezos, si je vois même Zuckerberg, Meta, je pense pas qu'il ait une dimension autre que de vouloir simplement garder les gens captifs de son réseau. Et Musk, dans tout son délire science-fictionnel, parce que ça reste quand même du délire science-fictionnel, bon, si on peut espérer qu'il mette un peu de son argent réellement dans ces délires science-fictionnels, eh ben, écoutez, moi je trouve pour ça sympathique. Après, c'est pas Tony voilà. Stark non plus. Hein. Mais c'est Tony Stark de la vraie vie, après Ouais. on a ce qu'on mérite. Hein, mais si, c'est Tony Stark de la vraie vie, oui, c'est Tony Stark de la vraie vie en fait. Mais Tony Stark, c'est un très mauvais personnage, il ne faut pas oublier, c'est un vendeur d'armes, il est alcoolique, il a rien de... Après, Marvel, dans le Cinematic Universe, on a fait une figure très sympathique, avec Robert Downey Jr. qui est très charmant et tout ça, tout ce qu'on veut, super. Mais le personnage, celui de la BD, à la base, c'est quand même, oui, un marchand d'armes alcoolique. Et, playboy, tombeur de femmes, enfin, a priori, pas le genre de gars qu'on vénère comme héros, c'est pas Peter Parker, quoi. Bon. Et donc, oui, et puis, mais évidemment, c'est pas Iron Man, et puis surtout, il a pas de... Personne n'a le génie d'un personnage fictif. Mais il tente quelque chose, ou il a l'air de vouloir tenter quelque chose, les autres, même pas. Les autres, ils sont juste là pour garder captif. Amazon, il veut garder captif ses consommateurs. Zuckerberg, il veut garder captif ses consommateurs de réseaux sociaux. Voilà, Bill Gates, enfin Microsoft aujourd'hui, ou Apple, ils veulent garder captif sur leur écosystème. Ils veulent avant tout vendre des produits, et c'est réussi. J'en vois deux là, bon, ils sont fait caper. Et pas que deux, hein, parce que ça marche, Apple, c'est quand même bon, hein, un trésor de guerre délirant. Au niveau trésorerie, mais ces gens-là ont plutôt que ça en tête. Bon, pas Bezos, il a aussi des activités. Oui, Bezos, alors oui, mais pour le plaisir de, oui, pour aller se balader dans l'espace, mais c'est un fan de... Oui, mais c'est du tourisme spatial, c'est pas coloniser Mars. Alors coloniser Mars, c'est pas déporter à certains moments les usines en orbite comme ça. Ah, je sais pas. Ça me semblait que c'est surtout Musk qui voulait faire ça pour, oui, soi-disant dans l'espace et je sais pas, c'est plus froid que évidemment sur Terre. Et donc, comme les machines et les IA consomment énormément de chaleur, c'est de plus en plus vrai. c'est de plus en plus vrai. Effectivement, l'espace sera de plus en plus froid par rapport à la Terre. Il y avait l'idée de mettre des usines en... Mais même Bezos, ça sera pour toujours un cycle de production, le sien. Bon, après, c'est peut-être du pipeau, c'est peut-être du flan. Quand même Musk comme un humaniste. Non, j'ai pas dit que c'était un humaniste. J'ai dit, enfin, ceci dit, je sais pas comment on définit humaniste, mais en tout cas, je dis pas que c'est quelqu'un qui veut mettre tout son argent au service du bien commun. C'est pas du tout la question. Je dis, pour un amateur de SF, le seul qui ait l'air de parler un peu SF aujourd'hui, c'est lui. Le seul qui ait l'air, le futurologue, c'est lui. Après, il est peut-être qu'il ne fait qu'en parler. J'ai l'impression qu'il fait quand même des trucs, et puis peut-être c'est du pipeau, et voilà, je disais tout à l'heure, sans doute que c'est aussi une façon de faire parler de lui, j'en sais rien. Et c'est une façon de faire parler de lui dont il est le seul aujourd'hui représentant. Non mais c'est fou, parce qu'on pourrait dire que tous ces gens-là, qui ont justement ces dizaines ou centaines de milliards, alors après c'est beaucoup de capitalisation boursière, c'est pas forcément de la trésor dépensée comme ça sur la table. C'est aussi, on dit qu'il vaut 1000 milliards c'était l'homme, le 1 trillion dollar man, mais bon, il vaut 1000 milliards. Bon, après, il les a pas dans la poche non plus. Demain, ça ne vaudra plus rien, et voilà. C'est un peu absurde. Mais il n'empêche, il y a quand même beaucoup d'argent. Et voilà, c'est dommage. Je voulais dire que c'est dommage que les autres soient juste sur leur circuit de captif. Et bien sûr que Musk il veut aussi qu'on soit captif de ses voitures ou de son IA ou de ses... C'est pas la question, mais il a l'air de vouloir autre chose et voilà, c'est dommage que ce soit le seul et en plus c'est celui qui a l'air le plus bizarre. Ouais, mais peut-être pour ça d'ailleurs. Moi je suis pas complètement. T'es pas convaincu lui, ouais, je suis pas complètement convaincu, mais après. Mais attention, je dis pas qu'il est prêt à mettre tout son argent pour sauver le monde. Hein, c'est pas... même ça, en fait. C'est pas la question, mais. Alors très clairement, en plus il le dit, hein, je
reviendrai sur la question de l'humour parce que sinon, je vais dire des trucs Ah oui, pas pardon, drôles. oui, on est parti sur. Mais effectivement. C'est bien, Fufu. Mais allez, non, mais quelque part, allez, je vais Mais partir c'est de l'humour l'humour. aussi, Je voilà. vais partir de l'humour pour Pour répondre revenir à ta sur question. Enfin, pour réagir sur ce que tu dis. Effectivement, oui, alors, il est rigolo parce qu'il est un peu absurde, Voilà. un peu grandiloquent, un peu grand guignolesque, si je puis dire, à certains moments. En fait, moi, la question d'écrire ce roman justement comme une fable humoristique et caustique, elle s'est posée dès le début parce que, et on m'a posé la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai pas fait une dystopie et effectivement, ça aurait pu, c'est dans un monde qui s'est effondré, enfin voilà, et on va suivre des aventures rigolotes, youpi. Mais en fait, je ne crois plus justement en le pouvoir de la dystopie. C'est-à-dire que pour moi, donc la dystopie, quelque part celle qui est la plus connue aujourd'hui, c'est 1984. Et, Regardez les actualités. et en fait, mais ouais, et en fait le truc c'est que 1984, pour revenir à ce que tu disais, c'est le livre de chevet de Musk. Il s'en vante, il dit que voilà. Mais en fait, lui, on a plus l'impression qu'il le prend comme un mode d'emploi pour la société de demain que comme un truc qui est censé nous alerter sur le fait que c'est dangereux. Et de la même manière, enfin, un autre de ses livres de chevet, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, qui est un roman absolument extraordinaire, bouleversant, etc. Et c'est quand même le type qui est à la tête de Twitter, donc le logiciel qui rend con, qui nous dit ça. Et qui a lu Des fleurs pour Algernon comprendra que c'est un non-sens absolu en fait. Donc il y a un côté, oui c'est un lecteur de SF, oui il s'en vante, mais en fait moi je pense que c'est plus en réalité une source d'inspiration pour lui la SF, ce qui est une bonne chose, mais pour servir ses propres intérêts. Il a aujourd'hui une assise financière tellement énorme que c'est vrai, c'est le seul à pouvoir se dire on va créer un réseau de satellites, l'internet par satellite, puisque les États ont déserté ce champ-là de la recherche, de l'investissement spatial. Lui, il l'a investi parce qu'il a l'assise financière pour le faire. Mais la réalité, c'est qu'il voit ça comme de la capitalisation, encore une fois. Alors, c'est bien parce que ça nous permet d'aller dans l'espace, ce que la NASA ne fait plus, en fait. Enfin, il subventionne justement le privé pour ça. Mais quelque part, moi j'aurais préféré que la NASA continue d'y aller toute seule en fait, hein. Parce que faire appel à un milliardaire pour ça, ça ne peut que dévoyer finalement la course à l'espace. Donc c'est un peu mon opinion là-dessus. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a plein de références au cinéma de SF et à la littérature de SF dans Heureux comme jamais, il y a des références à Alien, il y a des références à 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a des références au Guide galactique. C'est de me dire, en fait, j'ai un peu l'impression que dans le débat public, cet imaginaire de science-fiction est justement un peu capté par des ultra-riches qui veulent s'en servir pour justifier leurs propres avancées, leurs propres investissements. Et moi, en tant que fan de SF et d'imaginaire, ça me fait mal, en fait, et je me dis, c'est une manière de me les réapproprier, que de les mettre dans ce roman un peu humoristique, et puis quelque part, de les balancer à la figure des ultra-riches au moment où tout se casse la figure. Donc c'était, voilà, et d'où effectivement cette arrivée de l'humour dans le roman. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Le fait est que le seul ultra riche que je connais depuis que je suis gamine, c'est Picsou. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a tous un peu tous la même référence. Mais le fait est que donc Picsou accumule et on ne sait pas. Je crois qu'il y a des articles sur le combien il a en tout. Il y a vraiment des gens qui ont fait la recherche. Ah, puis ça dépend du cours de l'or quand même. Hein. Et voilà, il y a tout un truc et puis combien vaut vraiment son sou. Enfin bref, c'est tout un truc. Mais le fait est que Picsou garde une part d'humanité grâce à sa famille. Parce que malgré tout, Donald et les neveux et toute la clique autour, ils arrivent à faire ressortir le meilleur du canard. Mmh. Ouais, parfois le pire aussi. Hein. Enfin, c'est pas toujours un personnage très positif, Picsou. Il y a quand même encore une graine de canardité, d'humanité. Le fait est que je n'ai pas encore lu ton roman, Jean. Je suis navrée, mais très vite, bientôt. J'ai lu celui de Guillaume, des ultra riches, par un brin d'empathie, par un brin d'humanité. Ils pourraient aussi bien avec des robots formatés dans leur truc, ce serait la même chose. Parce que, est-ce que... Et en fait, aujourd'hui, je sais, j'arrive pas bien à poser ma question, pardon, c'est un peu fort. Le fait est que, comment on peut pas apprécier ces gens-là? C'est pour ça que je rebondis sur ta remarque, Jean. La sympathie que tu as pour Musk, moi j'ai l'impression que c'est la sympathie que j'ai pour Picsou. Parce que
il était quand même rigolo. Mais le fait est qu'il y a tellement de distance et ils ont un tel pouvoir de nuisance que malgré tout, il y a une sorte de double standard. Alors, ouais. D'abord Picsou. D'abord Picsou. Une des inspirations quand même de Picsou, c'est le Citizen Kane d'Orson Welles, et qui est un personnage absolument extraordinaire. D'ailleurs, c'est même un truc tellement revendiqué que dans la jeunesse de Picsou, qui est écrite par Don Rosa, il y a des références directes à la scène d'ouverture de Citizen Kane. Et effectivement, l'idée de Citizen Kane, c'est de prendre ce personnage un peu fantasque, un peu fou, et puis de le rendre humain au fur et à mesure de l'avancée du roman, jusqu'à faire exploser entre guillemets son humanité, plutôt dans son enfance, si je puis dire, tout à la fin. Et en fait, mais c'est de la fiction. Enfin, tout ça, ça reste de la fiction. Il n'empêche que dans le roman, Citizen Kane, Graham Oliver Kane, c'est un connard. Du début jusqu'à la fin, il est horrible avec sa femme, il est horrible avec son meilleur ami. Il finit seul quelque part. Il finit seul dans son grand manoir, tout vide. Pour revenir à Musk, sa famille, c'est quoi? C'est plein de femmes avec qui il a eu un enfant par-ci par-là, à qui il a donné des noms supra bizarres. C'est une fille trans qu'il a reniée et qu'il déteste. Moi, ça me donne pas très envie. J'ai pas l'impression que sa famille lui redonne un peu d'humanité à cet homme-là. Ou en tout cas, peut-être, mais je suis pas dans son intimité, mais dans ce qui en apparaît au niveau public, c'est pas vraiment le cas. Même son père qui soutient le régime ségrégationniste d'Afrique du Sud l'a renié. Oui, c'est dire. Pardon? Les saluts nazis, ça aide pas non plus. Bah, ça a du mal à le rendre sympathique. Ouais. Alors après, ça le rend sympathique probablement auprès de certaines franges de la population, mais voilà. Son père en est un, il l'a renié aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est même détesté par les nazis. Donc, à un moment, je pense qu'il y a plus de gens qui se servent de lui que de gens qui l'apprécient en vrai. Qui servent de lui. Bah, qui servent de lui, de son argent, d'une manière générale. Des gros personnages, concrètement, on a même pas on a juste un peu de pitié pour eux. Il y a même pas une graine de quelque chose qui leur donnerait un côté humain. Ils sont grotesques. Alors, en l'occurrence, le fait aussi d'avoir choisi ce format de la fable, on fait ressortir, l'idée dans un roman court, justement sur le format de la fable, c'est de ne faire ressortir que un ou deux traits de personnalité sur chacun des personnages. Et ça, c'est un vrai choix de début, de départ, avant de commencer à écrire, que de me dire que ce ne sont pas à ces personnages-là que je vais donner de la profondeur. Oui, j'ai pas Picsou dans mon roman, mais j'aimais beaucoup Picsou quand j'étais petit. Peut-être ceci explique ça. Pour Musk, j'aimais beaucoup Picsou, mais pas parce que c'était Picsou, pas parce qu'il a un caractère spécifiquement aimable, on peut pas dire. Il est comique quand même. Il est vraiment montré comme. Non, mais c'était. Je pense que non, pas mon modèle. J'ai pas envie de sa vie spécifiquement non plus. Et en tout cas, plonger dans une bassine de pièces, je suis pas sûr que ce soit si agréable que ça. À mon avis, c'est très mal. À mon avis, c'est pas super. Même les billets, à mon avis, ça doit faire mal. En fait, il incarne, alors bien sûr, la figure du capitaliste ancien américain du 19e et début 20e, Picsou. Mais il incarne aussi, l'essence de notre société. On veut, alors je dis on, pas nous là comme ça, mais notre société occidentale, elle veut des Picsou. Ce ne sont pas les Picsou, ce ne sont pas des erreurs de la nature, ce sont des produits de ce que la société pousse. Et les équivalents de Picsou d'aujourd'hui, les Bezos, les Zuckerberg, ce que vous voulez, les Steve Jobs quand il était vivant, etc., tous ces gens-là, ils ne sont pas des erreurs de la nature non plus. On les pousse, on les veut en quelque sorte. Pris nous dans la salle, peut-être pas, mais collectivement, c'est ça qu'on veut quand même, parce que tout notre système pousse à ça. Et c'est quand même des absurdités en mais fait. Ce sont des absurdités qui sont le fil de ce que notre société est censée produire. À sa façon, une autre figure riche et politique, Trump, est une figure de ce que la société produit. Trump, c'est pas
Oui, mais au sens de, c'est un genre d'aboutissement en fait, de ce que on a toujours C'est ce qu'il y a de collectivement mieux. voulu. Ben, oui, c'est ce qu'il y a de mieux de notre système, effectivement, parce que le système veut ça. On veut ce genre de personnage. Et c'est au moins depuis Mandeville, Bernard de Mandeville, qu'on le sait. Les vices privés font les vertus publiques, les pires salauds d'entre nous seront les meilleurs. Notre société est structurée sur ça. Elle n'est pas structurée sur la bonne morale. Ah, aussi, il y a la bonne morale, il y a la religion si vous en avez, il y a ce que vous voulez, que vous pouvez trouver de positif, qui fait qu'on essaie de vivre ensemble. Mais le soubassement de notre société, c'est quand même qu'il faut que les gens puissent consommer, s'exprimer et pousser de plus en plus au maximum. Donc quand tous ces gens-là finissent par émerger et que dans cela, il y a un Musk avec tous les... C'est pas pour dire que j'enlève les défauts de Musk et que je dis que Musk est un super personnage. Je disais, je la sympathise, j'ai surtout de la fascination au sens pas positif, mais il y a quelque chose de fascinant dans ce mélange très atypique d'un produit purement capitaliste et en plus purement quand même américain, qui est encore une autre chose. Tous les pays d'Occident ressemblent aux États-Unis, même si on a quand même un immense tronc commun. On a il me donne l'impression qu'on arrive en bout de course de quelque chose, au bout de chaîne de quelque chose, et que ces gens-là, Trump et voilà d'autres qui ont que tout le monde voit comme une horreur au sens où ils ne devraient pas exister, alors que ce sont des horreurs au sens où, et c'est normal qu'ils existent. Et c'est l'aboutissement de notre système. Alors peut-être que cet aboutissement-là, comme tu disais, va finir par s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Tu as l'air d'en être persuadé, j'en suis moins persuadé, mais après... voilà, et un optimiste et un pessimiste, moi je pense pas que ça s'effondrera, mais après, bon, on n'est pas futurologue. La question c'est de savoir comment ça s'effondre. Comment ça s'effondre, dans quel sens ça tombe, de quel côté va tomber la pièce. Mais ces gens-là, ils sont voilà, et aussi pourquoi, pour revenir à une des premières questions, pourquoi on a envie d'écrire sur ces gens-là aussi, c'est qu'ils sont ils sont pas une erreur ils sont pas un raté du système. Ils sont l'aboutissement. Non, mais en fait, pour moi, ça montre surtout que ils sont absurdes parce que le système devient absurde. Parce que le système est absurde de l'origine, sauf que ça a mis du temps, même s'il y a eu des fortunes capitalistiques gigantesques au 19e siècle. Mais sauf que, alors peut-être qu'à l'époque, ils avaient autant d'argent, mais surtout, ils n'avaient pas les moyens technologiques. Oui. Parce que quand on est richissime en faisant du rail sur toute la superficie américaine, c'est super, mais on fait du rail, quoi. Lui, c'est Neuralink, c'est autre chose. Il y a plus de voilà. Et puis les projets, beaucoup de projets de très très riches américains, c'était quand même de changer l'homme. C'est tout le transhumanisme. C'est peut-être une folie passagère, j'en sais rien. Moi, je pense pas. Je pense que là aussi, c'est un aboutissement. On veut sortir de l'humain. Et à un moment donné, il faut des choses, il faut de la technique, il faut de l'argent, il faut de l'avancée scientifique qui pousse. Et je dis pas que c'est génial au sens que ça va être formidable en 2050 ou en 2100 d'être humain, j'en sais rien. Mais ils sont fascinants pour ça, ils représentent un aboutissement. Et si on voulait que ça change, je pense qu'il faudrait commencer par considérer que voilà, que Picsou n'est pas un vilain. En fait, Picsou, c'est le héros de l'histoire. C'est celui qui représente ce que le système veut. Et c'est ça qui m'a toujours... pareil, pas plus au sens que, oui, super, j'ai envie d'être Picsou. Mais plus au sens que c'est pas juste un super vilain, même s'il est présenté beaucoup comme étant quand même le vilain capitaliste, le méchant, qui empêche les braves canards de je sais pas quoi, cancaner en rond. Mais en vrai, c'est une figure centrale. Et oui, c'est effrayant, mais c'est notre système. Et tant qu'on se battra en se disant non, ils sont pas bien parce que ce sont des erreurs de notre système, à mon avis, on n'ira pas loin. Parce qu'en fait, ils sont les cons. Voilà. C'est pour ça que je les aime bien. Encore une question. Oui. Alors, en ligne. Question en ligne. Et vu la question en ligne, elle me plaît bien, donc j'aurais aimé la trouver moi-même, mais c'est pas grave. Donc, on dit souvent qu'un auteur met toujours un peu de lui dans ses ouvrages. Que pensez-vous de cette affirmation? Et si vous l'approuvez, quelle partie de vous avez-vous mis dans votre roman? Vous n'avez pas 4 heures, c'est pas une politique.
On met un peu de soi dans les... Dans les oui. romans. Oui, toujours. Toujours, non mais toujours après, oui. Dans la manière de l'aborder, dans ce qu'on veut dire. Enfin, avec Claire, on a mis plein de trucs qu'on avait en commun dans la tour de garde. C'est le fruit de discussions qu'on a pu avoir ensemble. Et oui, évidemment, Heureux comme jamais, c'est le cas aussi. Moi, ce que je voulais dans Heureux comme jamais... Alors, La tour de garde et Une valse pour les grotesques, c'est des romans qui sont très personnels, très viscéraux, entre guillemets. Et où on construit les idées au fur et à mesure. Heureux comme jamais est très très différent, parce que je m'étais dit dès le début, on va aller, je veux quelque chose de beaucoup plus frontal. Et pour le coup, c'est beaucoup plus frontal dans la manière d'aborder le sujet qui est l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, dans la manière d'aborder justement ce questionnement en faisant du vaisseau spatial une espèce de micro-laboratoire où on a vraiment quelques échantillons de la population qui interagissent ensemble. Voilà, c'est personnel dans le sens où je voulais quelque chose de très frontal. Maintenant, mes personnages ne sont pas moi. Je n'ai pas la naïveté d'une Noah par exemple, ou même d'un Nox. J'aurais bien aimé. Bon, Nox, je dirais que le seul point commun qu'il a avec moi, c'est l'amour de la bonne chair et du bon vin. Là, à la rigueur, ce que j'ai donné à Noah, c'est mon amour d'une musique, de plusieurs types de musique très très différents. Elle écoute du jazz, elle écoute du rock, elle écoute du classique. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus de moi dedans, parce que j'ai des goûts très très éclectiques en musique. Mais quelque part, ça n'a pas d'incidence sur le propos. Hormis, moi je pense, de donner une certaine richesse culturelle, mais voilà. Il y a peut-être plus de moi dans le personnage de l'intelligence artificielle, qui est extrêmement cynique, mais quelque part, voilà, c'est à chaque fois on prend des petits bouts finalement de notre personne ou de personnes avec qui on interagit au quotidien pour les mettre dans des personnages, mais c'est jamais un copier-coller. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est jamais les personnages ne sont jamais un copier-coller de l'auteur. Sinon, il serait chiant. Pour moi, oui, il y a le rapport. J'essaie toujours de ne pas spolier. Il y a le rapport au corps qui me touche beaucoup et dans lequel j'ai mis de moi dans ce roman. Je peux difficilement en dire plus. Il y a le rapport au corps, il y a le rapport aussi à la question de la transformation. Est-ce qu'on peut vraiment se changer? Est-ce qu'on peut être transformé par une expérience, aussi forte soit-elle? Difficile d'en dire plus également. Mais voilà, ces deux questions-là. Oui, alors après, les personnages, non, ben moi, par côté, c'est pas non plus de me ressembler. J'ai absolument rien en commun avec lui. Je crois pas. Tu nous as caché ton compte à en moins banque. oui, j'ai caché un énorme compte en banque. C'est freudien. C'est freudien, oui, peut-être. C'est peut-être freudien. Ça me tient bien ça en plus, Freud, donc c'est bien. C'est peut-être freudien, mais voilà, en tout cas, non, pas dans les personnages, mais dans la thématique et peut-être, oui, non, mais encore, je vais dire peut-être un des personnages qui est, on va dire, l'antagoniste direct du héros, mais non, même pas, c'est vraiment ça, voilà. Le rapport au corps et la question de savoir si on peut vraiment être changé par une expérience aussi traumatique soit-elle. Je peux poser une petite question, très rapide, tu peux répondre oui ou non. Est-ce que tu as vu un film japonais, j'avoue un peu obscur, qui s'appelle Symbole, par Hitoshi Matsumoto? Alors, non, effectivement. Alors, je t'engage à le regarder, ah, oui. parce qu'il y a un point commun. C'est vrai, ah oui. Ah oui, avec ton roman. Ah. C'est un type qui se réveille dans une pièce, alors c'est beaucoup plus absurde que ton roman. C'est un type qui se réveille dans une pièce comme ça, et enfin une pièce vide, qui finalement ne l'est pas tant que ça. Et je n'en dis pas plus, mais okay. Il y a un catcheur mexicain dans l'équation. Okay. Il y en a un dans le mien aussi. Ok, pas mal. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser pendant la dédicace. Merci Guillaume, merci Jean. Avec plaisir, merci à Jean, merci à vous. Et sachez qu'en plus de ces romans-là, nous